Bonjour à tous. Je suis Alexandre Demoule de Paris et j'ai le plaisir de co-modérer cette session avec Adrien Rosé de Bordeaux. Une session sur l'imagerie pulmonaire dans le SDRA, qui est un symposium organisé par la société Dräger, que nous remercions pour cette initiative. Et sans plus tarder, il reste quelques places devant. Voilà, un petit peu par là. Là, on est presque plein, mais là, il y a là par ici une place, deux, trois par là. Sans plus tarder, on va commencer et appeler notre premier orateur, le professeur Claude Guérin de Lyon, le scanner thoracique dans le diagnostic et la stratégie de traitement du SDRA. Merci beaucoup Alexandre. Tout d'abord, je voulais remercier la SRLF et la compagnie Dräger donc, de l'invitation pour se discuter avec vous dans ce symposium du scanner thoracique, donc diagnostic et la stratégie de prise en charge du SDRA. Je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer concernant cette présentation. Et donc finalement pour nous, le scanner thoracique, qui est quand même assez fréquemment réalisé chez des patients avec SDRA, il va finalement nous générer deux types d'approches. D'une part, une approche radiodiagnostique, et cette approche radiodiagnostique, on la fait tous les jours au lit du patient, en examinant juste les coupes scanographiques comme le font les radiologues, et ça va nous apporter deux types d'informations. D'une part, ça va nous confirmer finalement le diagnostic de SDRA, puisque ça va nous permettre de valider le critère numéro 2 de la définition de Berlin en termes d'imagerie, c'est-à-dire qu'on va confirmer, et c'est beaucoup plus précis que la radio, les opacités pulmonaires bilatérales, et ça va nous permettre d'éliminer beaucoup plus facilement que la radio, voire l'écho, l'épanchement pleural, les nodules pulmonaires et la télectasie. Et le deuxième type d'intérêt au quotidien de ce scanner, dans cette approche radiodiagnostique, c'est que chez un patient avec SDRA qui soit s'aggrave, soit ne s'améliore pas, on va chercher par cet examen une complication du style pneumothorax, PAVM, abcès ou embolie pulmonaire. À côté de ça, il y a une deuxième approche que permet le scanner, qui n'est pas du tout une approche qu'on va faire au quotidien, au jour le jour, en routine au lit du patient, qui est une approche physiopathologique basée sur l'analyse quantitative des densités. Donc ça permet donc de mieux comprendre ce qu'est le poumon de SDRA et quelles sont les interventions ventilatoires et non ventilatoires sur ce poumon de SDRA exploré par cette méthode au scanner. Et donc on doit ça à Luciano Gattinoni à Milan, qui depuis la fin des années 80 a vraiment développé considérablement cet aspect, et également Jean-Jacques Rouby à Paris. Donc après discussion avec les organisateurs, c'est sur ce deuxième aspect que je vais focaliser mon intervention, c'est-à-dire l'aspect physiopathologique de l'analyse des densités pulmonaires. Donc avant, sur deux diapos, je vais juste vous rappeler très rapidement le processus finalement de quantification du scanner et des densités pulmonaires au cours du SDRA. Là, vous reconnaissez sans difficulté sur cette coupe un patient qui a effectivement un scanner tout à fait compatible avec un SDRA, et on va prélever un échantillon de cette coupe, on va prélever un voxel, on va contourer une partie du poumon, et l'appareil, donc le scanner X, va nous mesurer donc une valeur qui est un coefficient d'atténuation ou d'absorption du faisceau de rayon X par la matière qu'on vient d'isoler, et donc c'est ce coefficient qu'on appelle mu. Et en fait, ce mu, on va le remettre dans une échelle quantitative entre moins 1000 et plus 1000. Donc moins 1000, c'est pour l'air, plus 1000, c'est pour l'os, et le 0, c'est l'eau. Et ce sont des unités Hounsfield. Et je vous rappelle juste que Hounsfield, c'est l'ingénieur britannique de la compagnie EMI qui a découvert le scanner X et qui a eu pour ça le prix Nobel en 1974. Donc c'est lui qui a élaboré donc cette définition. Donc vous voyez que le nombre CT que vous mesurez dans votre voxel ici, c'est finalement la densité de ce voxel, puisqu'il y a un lien entre la densité physique et la densité de la matière, rapportée par rapport donc, à la densité de l'eau. Une deuxième série d'assumptions donc, pour cette analyse quantitative, c'est que le poumon, c'est certes de l'air, mais c'est aussi du tissu. Et par exemple, c'est un sujet normal à la CRF, on a 65% d'air, normalement on a 2,5 litres disons, de gaz à la CRF, mais on a aussi 35% de tissu. Donc il a été admis donc, que chaque voxel est composé à la fois d'air, moins 1000 unités Hounsfield, et de tissu, 0 unité Hounsfield. Donc si vous mesurez dans votre région moins 700, eh bien, vous avez 70% d'air, 30% de tissu dans ce voxel. Et du coup, connaissant le volume du voxel, mesurant le CT number, connaissant donc moins 1000, ça correspond à la densité de l'air dans l'échelle de Hounsfield, vous pouvez calculer le volume d'air dans cette région, et le complément à 1 de ce volume d'air vous donne le volume de tissu. Et finalement, vous pouvez remettre tout ça dans une grille de 4 compartiments
définie de façon arbitraire, par convention d'experts, en 4 compartiments donc non aérés entre plus 100 et moins 100 unités Hounsfield, pauvrement aérés entre moins 101 et moins 500, normalement aérés entre moins 501 et moins 900, et hyper aérés entre moins 901 et moins 1000. Donc il y a des discussions entre les experts sur justement ce seuil de moins 900 ou de moins 1000. Donc ça, c'était juste la base de la base que je voulais vous discuter avec vous. Et à partir de cette méthodologie, donc, on va mesurer des grandeurs et on va voir quelles peuvent être leurs applications. Donc j'ai sélectionné 4 types de grandeurs. Donc le poids du poumon, la recrutabilité, la pression surimposée et le strain. Donc, connaissant la densité et le volume du poumon, on peut facilement mesurer le poids du poumon. Et le scanner, c'est effectivement un outil qui permet de peser le poumon. Et dans cette étude de Gattinoni, sur laquelle on reviendra à plusieurs reprises dans le topo, donc il a mesuré, avec la méthodologie qu'on a vue tout à l'heure, le poids du tissu pulmonaire chez des sujets normaux, avec une pneumopathie unilatérale ou avec un SDRA. Et vous voyez que le poids du poumon d'un sujet normal, il est autour de 600-700 grammes. Dans le SDRA, il peut aller jusqu'à 1700 grammes. Et une application de cette mesure, c'est le fait qu'on va pouvoir étayer la présence d'un œdème. Cette augmentation de poids, il est lié à l'œdème, et l'œdème, c'est un élément central au cours du SDRA que n'évalue pas finalement la radio. Dans une autre étude également, ils avaient montré, vous voyez, que plus le SDRA est sévère sur le plan hypoxémie, eh bien, plus le poids du tissu pulmonaire est augmenté. Donc dans un SDRA sévère, dans cette étude, la moyenne, c'était quand même 2 kg. Alors, une des autres implications de la mesure du poids, donc on a de l'œdème qui augmente le poids du tissu pulmonaire, qui est associé à une réduction de la masse de poumon normalement aérée. Et cette masse de poumon normalement aérée, elle est tellement réduite au cours du SDRA que Gattinoni a appelé ça le baby lung, c'est-à-dire qu'elle est réduite au volume d'un poumon de bébé. Et donc, l'implication pour nous, ça serait le réglage du volume courant adapté à la taille de ce baby lung. Donc il y a une très très jolie étude sur 30 malades avec SDRA de Terragni et Marco Ranieri, il y a quelques années, où vous voyez les patients ont reçu le même volume courant de 6 ml par kilo de poids prédit par la taille, mais sur 2 types de baby lung. Donc les coupes ici sont des coupes en fin d'inspiration. Donc vous voyez ici que le baby lung donc, est en bleu, et la taille du volume courant était bien adaptée à la taille du baby lung, puisque en fin d'inspiration, on n'a pas de point rouge, c'est-à-dire qu'on n'a pas de surdistension. Par contre, le même VT de 6 ml par kilo de poids prédit par la taille, appliqué à ce baby lung qui est beaucoup plus petit, va générer beaucoup de rouge dans le bleu, c'est-à-dire de la surdistension. Donc ça serait un moyen, mais effectivement pour l'instant c'est pas possible de faire ça au quotidien, vraiment d'ajuster la taille du volume courant à la taille du baby lung. Alors il y a une deuxième grandeur dérivée qui est très importante, qui est la recrutabilité, donc une propriété intrinsèque du poumon à se réouvrir en fonction de pression critique d'ouverture. On va y revenir. Et donc derrière ça, il y a plusieurs notions en fait. Il y a tout d'abord la masse de poumon recrutée. Donc le scanner actuellement, c'est l'étalon or pour définir le recrutement pulmonaire, mais c'est un recrutement anatomique. Alors c'est la masse de tissu pulmonaire non aéré à pression basse qui va regagner de l'air à pression plus élevée, et on rapporte ça donc à la masse de poumon de départ. Donc du coup, vous pouvez avoir une évaluation soit en grammes, soit en ml, soit en pourcentage. Et donc le papier dont on va discuter, qu'on a déjà discuté, c'est celui-là, et dans lequel donc, la gamme de pression utilisée, ça a été 5 et 45 cm d'eau. La même gamme de pression pour tous les malades, pour 68 malades avec SDRA. Donc c'est une définition effectivement anatomique, ce n'est pas une définition fonctionnelle de recrutement. Le recrutement fonctionnel, ça serait effectivement une réaération, mais une réaération associée au fait que les alvéoles réaérées vont être injectées à la ventilation, vont participer à la ventilation, et en plus vont recevoir une perfusion adéquate. Ce serait ça effectivement le recrutement fonctionnel, ce que ne mesure pas le scanner. Donc dans cette étude, en fait, sur une série de 68 malades avec SDRA, par cette méthode, il a montré que la recrutabilité en médiane était assez faible. 9% de la masse de poumon était recrutée, mais avec des grosses différences en fonction des malades. C'est-à-dire qu'il y a des malades qui ont un potentiel de recrutement qui est faible, 5%, 59 grammes, et puis d'autres patients qui ont un fort potentiel de recrutement, 21%, donc 370 grammes. Et là, il y a 2 patients représentatifs donc, que vous trouvez dans l'article. D'une part, donc, un patient qui est qualifié de faible pourcentage de recrutement. Vous voyez, à 5 cm d'eau et à 45 cm d'eau, à l'œil, on voit bien qu'il n'y a pas de modification nette de l'aération des régions dorsales. Il y a probablement plus d'aération ici dans les régions antérieures. Et jetez un coup d'œil ici à la silhouette cardiaque. Vous voyez qu'il y a quand même une nette diminution du volume cardiaque, laissant augurer éventuellement une répercussion hémodynamique de cette pression de 45 cm d'eau. Et ça contraste beaucoup avec cet autre malade
qui, pour la même gamme de pression, vous voyez, a une nette diminution de son non-aération dans les régions dorsales, avec une taille finalement du volume cardiaque qui est préservée, suggérant que peut-être que l'état hémodynamique sera mieux préservé. Donc, un potentiel de recrutement dans cette étude finalement globalement assez faible, mais avec quand même différents types de patients, des forts recruteurs et des faibles recruteurs. Et une autre donnée également importante de cette étude, c'est qu'environ 20 à 25% des patients n'ont pas de poumon, ont du poumon non recrutable. 20 à 25% pardon, de la masse pulmonaire n'est pas recrutable jusqu'à 45 cm d'eau. Donc même jusqu'à 45 cm d'eau, qui est un fort potentiel ou un faible potentiel de recrutement, vous avez des régions qui sont consolidées que vous ne pourrez pas recruter. Il faudra soit utiliser plus de pression, soit utiliser d'autres stratégies, ou soit impossibilité de les réaérer. Alors en fait, cette masse de poumons recrutés, ce potentiel de recrutement, il est lié à un jeu de pression, c'est-à-dire qu'il y a des pressions critiques d'ouverture qui vont permettre, quand elles sont surpassées, donc de réaérer la région pulmonaire considérée. Et donc ça a été mesuré au scanner, ces pressions critiques d'ouverture. Et donc là, c'est une étude publiée déjà il y a un petit moment, donc à la fois chez des animaux, des chiens agressés à l'acide oléique, et des SDRA humains qui retrouvent la même chose, une distribution gaussienne des pressions critiques d'ouverture, avec un pic à 25 cm d'eau, c'est-à-dire que la valeur la plus fréquente de la pression critique d'ouverture, c'est 25 cm d'eau. Donc vous voyez qu'en moyenne, il faut dépasser 25 cm d'eau pour espérer recruter environ 50% de la masse pulmonaire totale recrutable. Mais vous voyez qu'il y a là aussi des grosses différences. C'est-à-dire ici, vous avez 0 cm d'eau de pression critique d'ouverture, ça veut dire qu'en fin d'expiration, tout est ouvert. L'augmentation de pression va juste augmenter le volume de cette région avec un risque de surdistension, mais on ne va pas augmenter le nombre de ce type de région. Par contre, effectivement, pour cette région-là, à 30 cm d'eau, effectivement, vous aurez une augmentation du nombre de régions avec cette pression critique d'ouverture, puisque vous allez la dépasser. Et également, ce qui est intéressant, c'est en filigrane derrière, vous avez la courbe pression-volume, qui revient d'actualité maintenant par de nouvelles données et qui est disponible sur tous les respirateurs au lit du patient, qui vous montre que finalement c'est une courbe de recrutement, vous voyez, qu'on exploite progressivement en augmentant la pression, on exploite le potentiel de recrutement. Mais vous voyez que même ici, quand on a atteint 100% du potentiel de recrutement, il reste des densités pulmonaires qui sont présentes, notamment dans les régions dorsales. Donc il faudrait monter à des pressions beaucoup plus élevées pour espérer donc avoir une suppression de ces régions non aérées, avec un risque donc notamment hémodynamique, bien sûr, qu'on prend. Un autre point récent, également très important à prendre en considération, c'est que ces pressions critiques d'ouverture, donc du coup, cette masse de poumons recrutable, elle dépend de la sévérité du patient avec SDRA sur le plan gazométrique. Donc là, c'est une étude dans laquelle il a mesuré finalement ce qu'on voudrait faire, le bénéfice, c'est-à-dire la masse de poumons recrutés en grammes par la méthodologie qu'on a vue tout à l'heure, à différentes pressions, donc 5, 17, 27 cm d'eau et 40 cm d'eau, donc quand on fait une manœuvre de recrutement. Là, vous voyez que le bénéfice, il va être très variable selon le type de patient, c'est-à-dire que là, il n'y a aucun bénéfice dans le SDRA léger. En passant de 27 à 40, vous n'avez aucun recrutement. On a 50 grammes de poumons recrutés dans le SDRA modéré, donc ça les qualifierait de faibles recruteurs par rapport à l'étude antérieure. Dans le SDRA sévère et dans le SDRA sévère sous ECMO, effectivement, la masse recrutable est plus élevée, donc les pressions critiques d'ouverture sont plus favorables donc, à une réouverture chez ces patients. Donc il y a une différence quand même en fonction de la sévérité du SDRA. Alors c'est peut-être pas représentatif, c'est une petite étude, peu de malades très bien étudiés, c'est peut-être pas représentatif de l'ensemble des SDRA dans les trois catégories, mais c'est quand même important d'avoir ça en tête. Alors quel est pour nous l'intérêt du recrutement? Donc ça serait d'améliorer l'oxygénation sanguine et de rendre le poumon plus homogène, c'est-à-dire moins sensible aux variations des contraintes mécaniques imposées par la ventilation, par nos réglages, donc le volume courant, la PEP notamment. Donc est-ce que finalement c'est ce qui existe? Le recrutement, donc dans cette étude entre 5 et 15 de PEP sur l'étude précédente, finalement il génère très peu d'amélioration de l'homogénéité. Vous voyez que l'index d'inhomogénéité diminue très modérément dans les SDRA légers, modérés et sévères est stable, voire en discrète aggravation dans le SDRA sévère. Donc c'est un problème de balance entre effectivement recrutement et surdistension. Par contre, il y a une technique qui homogénéise bien le poumon, c'est le décubitus ventral. Donc c'est une vieille étude de Gattinoni, vous voyez, où il avait juste mesuré le rapport gaz sur tissu. Donc plus le rapport est élevé, plus vous avez du gaz par rapport au tissu. Et donc en décubitus dorsal, donc c'était une des premières études où non seulement il y avait des scanners thoraciques faits au cours du SDRA, mais également des scanners sur le dos et sur le ventre.
Donc c'était 11 malades. Et donc, vous voyez qu'ici, en décubitus dorsal, dans les régions les plus antérieures, donc on a un rapport donc, gaz sur tissu qui est à ce niveau-là. Et plus vous allez en profondeur du poumon, donc dans les régions postérieures spinales, plus ce rapport diminue. Donc vous avez de moins en moins de gaz par rapport au tissu. Quand vous mettez les malades sur le ventre, donc en rouge, vous allez augmenter le rapport dans les régions dorsales, qui sont maintenant non dépendantes de la gravité. Donc vous augmentez le gaz par rapport au tissu, mais c'est contrebalancé par une diminution du rapport dans les régions antérieures, avec moins de gaz par rapport au tissu. Mais au final, on a quand même une homogénéisation de ce rapport gaz sur tissu. Donc ça rend le poumon moins vulnérable à l'agression représentée par la ventilation mécanique. Donc ça protège, ça contribue à protéger le poumon. Alors, la dernière notion derrière cette histoire de recrutement, c'est la recrutabilité dans le cycle, c'est-à-dire un phénomène d'ouverture pendant l'insufflation du volume courant, de ce qui est réouvrable en fonction des pressions critiques d'ouverture, mais de refermeture au cours de l'expiration suivante. Donc ça, c'est une répétition qui a été montrée comme pouvant générer une réaction inflammatoire qui peut être délétère pour le poumon. Donc c'est ce qu'on appelle l'atélectroma. Donc un des objectifs thérapeutiques, c'est de minimiser l'amplitude de ce phénomène ouverture-fermeture. Donc il a regardé ça, c'est une analyse secondaire de l'étude du New England Journal of Medicine, où ils ont en fait regardé ici, c'est le tissu pulmonaire non aéré, en fonction de deux catégories de malades, les forts recruteurs, les faibles recruteurs. Et donc les mesures sont faites en PEP, c'est les ronds noirs, et en fin d'inspiration, à chaque PEP, c'est les ronds blancs. Donc quand on prend ici les patients qui ont un fort potentiel de recrutement, à PEP 5, on a 800 grammes de poumons non aérés, on insuffle le volume courant, là on a un joli recrutement intracycle, puisqu'on recrute à peu près 150 grammes en fin d'inspiration. Quand on met la PEP à 15, on voit que là, on a beaucoup de recrutement. Donc, on exploite le potentiel de recrutabilité. C'est logique, c'est des malades qui ont un fort potentiel de recrutement. Par contre, vous voyez que l'amplitude de la réouverture, elle est considérablement réduite par rapport à la PEP 5. Donc, on a réduit le phénomène d'atélectroma. Et ça, c'est important parce que cette large variation intracycle, elle porte sur une grande masse de poumons puisqu'il y a un fort potentiel de recrutement. À l'inverse, les malades qui ont un faible potentiel de recrutement, il y a très peu de choses qui se passent. En termes de réduction de la masse de poumons non aérés, que ce soit entre PEP 5 et PEP 15, et que ce soit entre la fin de l'expiration et la fin de l'inspiration. Donc finalement, on a une faible variation intracyclique qui porte sur une faible masse de poumons. Donc le message de ce genre d'étude, c'est de dire que ces malades-là, il serait logique de leur appliquer une PEP plutôt élevée, alors que ces malades-là, il serait logique de leur appliquer plutôt une PEP basse, et on verra qu'ils peuvent même maléficier d'une PEP élevée. Alors, le décubitus ventral aussi, c'est un outil qui, toutes choses étant égales par ailleurs, est capable de réduire l'atélectroma. Mais dans une sous-catégorie, donc dans cette étude de Cornejo, donc là aussi sur un nombre limité de malades avec SDRA, le recrutement des recrutements, donc mesuré comme on l'a vu tout à l'heure, donc effectivement est réduit par le décubitus ventral, mais à PEP 15 par rapport à PEP 5, et chez les patients qui ont un fort potentiel de recrutement en décubitus dorsal, donc sur un sous-groupe de malades. Alors, il y a un troisième type de grandeur dérivée que j'ai sélectionné pour vous, c'est la pression surimposée. Donc Gattinoni a essayé de mesurer à chaque niveau du poumon sur un axe antéro-postérieur la pression de cette couche liée à l'œdème et au poids du poumon sur les couches sous-jacentes. Donc il l'a obtenu en mesurant la hauteur par la densité, et il a dit donc finalement la PEP, ça pourrait être sur cette base la pression qui va s'opposer à cette pression surimposée. Cette pression surimposée, donc c'est de proche en proche le poids du poumon, donc c'est l'éponge, le poids du poumon qui finalement s'appuie sur les structures sous-jacentes et va éliminer l'air de ces régions. Donc l'augmentation de la masse de poumon non aérée résulte de cette augmentation de poids du poumon sur les structures sous-jacentes. Et donc il a calculé la PEP dérivée au scanner en multipliant la pression à chaque étage par un rapport de compliant, par un rapport d'élastance. Alors, dans une étude, le résultat est intéressant parce qu'il est complètement opposé à ce qu'on s'attend. C'est-à-dire qu'en fait, la pression surimposée, donc la somme de ces pressions à chaque étage, elle est la même quel que soit le SDRA, et léger, modéré ou sévère, elle est la même qu'on ait un fort ou un faible potentiel de recrutement, et du coup, la PEP qui est dérivée de cette pression surimposée, elle sera la même, elle est d'ailleurs quand même pas mal élevée, elle sera la même quelle que soit la sévérité du SDRA et quel que soit le potentiel de recrutement. Donc,
C'est probablement les limites du concept et peut-être une des limites du scanner. C'est-à-dire qu'en fait, bon, déjà, vous avez vu dans la formule de la PEP réglée par le scanner, il y a le rapport des élastances basé sur la pression œsophagienne. Donc autant on mesure de façon régionale, de façon précise ce qui se passe dans le poumon, mais on va entourer ça d'une pression œsophagienne qui veut mesurer l'élastance de la cage thoracique homogène à tout étage du thorax, ce qui est évidemment impossible. C'est une première limite. La deuxième limite, c'est que la pression surimposée, donc qu'on mesure au scanner, elle mesure une masse de poumon non aérée. Mais si vous faites la mesure dans le secteur alvéolaire ou dans le secteur interstitiel, vous mesurez la même pression, sauf que dans l'alvéole, c'est potentiellement recrutable. Dans le tissu interstitiel, ça ne sera pas recrutable. Donc c'est probablement une des limites, pour vous montrer une des limites de l'approche du scanner. Et donc, la dernière grandeur dérivée, donc, qui sera ma conclusion, en fait, c'est le strain. Donc ça, c'est quelque chose d'important. C'est le produit final, finalement. Ça va être la déformation globale qui est liée à l'état du poumon de SDRA, au potentiel de recrutement, donc les propriétés intrinsèques du poumon, à l'atélectroma et nos réglages, donc le volume courant et la PEP. Donc c'est la différence entre le volume de gaz qu'on a à la CRF, donc quand on expire à l'atmosphère, et ce qu'on a tout en haut, c'est-à-dire en fin d'insufflation. Et donc ça résulte d'où on part, de nos réglages et des propriétés intrinsèques du poumon. Et donc, dans la même étude qu'on a vue tout à l'heure, on voit en fait que le strain augmente. Donc le but là, c'est autant il faut minimiser l'atélectroma, hein, et il faut aussi minimiser le strain. Donc dans les deux situations, donc faible ou fort potentiel de recrutement, la PEP augmente le strain. Par contre, ici, appliquer une PEP 5 à un patient qui a un fort potentiel de recrutement, finalement, on perd sur les deux tableaux, c'est-à-dire que finalement, on va augmenter le strain de façon significative, contrairement ici à la PEP élevée, qui, elle, va minimiser l'atélectroma. Alors, pour conclure, donc, le scanner au cours du SDRA, il y a un apport radiodiagnostique qui est évident au quotidien, bien qu'il n'y a pas beaucoup d'études qui aient évalué. Hein. Il y a quelques études qui montrent qu'effectivement, on change de façon très très fréquente notre stratégie thérapeutique. Par contre, pour ce qui est de l'analyse quantitative, c'est fondamental pour mieux comprendre ce qui se passe dans le poumon, pour mieux comprendre ce qu'on fait avec les réglages. C'est l'étalon or pour l'instant. Ce n'est pas dit que ça le soit indéfiniment. Ça ne mesure pas la ventilation, ça ne mesure pas l'inflammation régionale. Et il n'y a pas d'essais randomisés finalement pour l'instant qui sont basés réellement sur cette approche. Donc je vous remercie de votre attention et à nouveau de l'invitation. Merci Claude pour cet exposé très clair. Est-ce qu'on a des questions dans la salle ? Alors, moi j'en aurais une première question qui est, donc finalement, on a un énorme potentiel de description, on va dire, de ce qui va se passer quand on va tenter de recruter, prévenir le dérecrutement avec le scanner. Et la question serait, dans quel cas tu suggérerais de faire un scanner justement pour évaluer un patient ? Est-ce qu'on peut se servir du scanner comme d'un outil pour optimiser la ventilation d'un patient donné ? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites ? Est-ce que parfois vous allez réellement faire des mesures pour pouvoir optimiser la ventilation de votre patient ? C'est quelque chose qu'effectivement qu'on fait souvent. Optimiser la ventilation sur la base de l'analyse quantité-densité, bien sûr que non. Encore qu'il y a un article de Ciumello qui comparait une approche, enfin je ne l'ai pas cité, mais l'approche quantitative complète par rapport à une approche visuelle semi-quantitative pour mesurer le potentiel de recrutement. Et il montrait finalement que c'était pas mal corrélé. Donc, mais ça veut dire qu'il faut faire au moins 2 scanners, enfin dire qu'est-ce qu'on veut tester a priori. Est-ce qu'on veut tester la PEP, le volume courant, une manœuvre de recrutement, un changement postural? Effectivement, on pourrait à l'œil avoir une idée. Après, c'est un problème de logiciel, donc c'est pas impossible aussi qu'avec le développement des logiciels, ça puisse prendre de l'ampleur et être disponible au lit du malade. Après, sur les interventions thérapeutiques, je pense que là, les cliniciens dans la salle, ils savent très bien hein, que le scanner, ça permet de réajuster le tir sur le plan de la prise en charge thérapeutique en termes de drainage, etc. Et du coup, si on va au scanner pour une autre raison et qu'il y a un SDRA et puis on fait un scanner pour l'abdomen, etc. Comment on fait ça? Il faut aller voir le radiologue parce qu'il y a quand même un petit côté. Par exemple, on pourrait voir si avec le niveau de PEP, il y a un peu trop de surdistension, mais le côté, par exemple, il y a du rouge qui montre que ça, il faut un logiciel spécifique. C'est ça, il faut un logiciel dédié. Il faut voir avec les radiologues comment, en pratique, il faudrait faire si on voulait avoir un peu
C'est ça, c'est développer des softs qui... La base méthodologique, finalement, tu as vu, elle est bien codifiée maintenant. Hein. C'est juste contourer les régions de façon précise, éliminer les épanchements pleuraux, et puis faire ça sur plusieurs niveaux de coupe. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? L'utilisation du scanner sur nos patients SDRA? Qui, quand il fait un scanner à un patient pour un SDRA, profiterait du scanner pour optimiser la ventilation? Il y a des gens, vous avez des expériences là-dessus? Non, personne ne lève la main. Si, Tommaso. Ah, oui, vous voulez nous faire part de votre expérience? Oui, tu as raison. Oui. Après, ça, c'est un truc qui est résolvable. Hein. On peut aussi, ils se transforment bien, quand ils sont vraiment gras, on le fait un peu. Et on ne les débranche pas du ventilateur et on le fait rouler, ça fait un peu le petit train, mais bon. Il ne faut pas avoir l'ascenseur, c'est ça qui est le problème. Il faut avoir le scanner sans ascenseur, c'est enfin pratique. D'autres questions dans la salle? Simplement pour le clinicien, de manière pratique, est-ce que vous pensez que comme on peut synchroniser le scanner et le respirateur, est-ce qu'on peut avoir l'hétérogénéité des images en fonction de si le scanner se fait en inspiration ou en expiration? Alors, le scanner, ça va tellement vite maintenant que vous prenez déjà l'ensemble du poumon, de l'apex à la base. Mais effectivement, c'est une sommation entre l'inspiration et l'expiration, surtout que dans le SDRA où les fréquences respiratoires sont souvent rapides, le temps inspiratoire il est relativement court. Donc toutes les études qui ont été faites avec des pauses, donc en conditions statiques. Donc, les données résultent de mesures statiques, hein, pas de mesures dynamiques. Okay. D'autres questions? Bon. Merci Claude. Bien, merci beaucoup. Donc maintenant, nous allons passer à la présentation suivante, qui est là donc de Mathieu Schmitt, qui est réanimateur à la Pitié, et donc qui va nous parler de l'utilisation de la tomographie par impédance électrique, donc l'EIT, pour ajuster les paramètres du ventilateur dans le SDRA sévère. Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier la société Dragueur pour l'invitation. Et donc, je vais essayer de vous parler de l'EIT dans une application qui sera vraiment ciblée sur le SDRA sévère. Et puis avant, pour quand même savoir un peu de quoi on parle, je vais vous rappeler un petit peu ce qu'est l'EIT et quelles sont actuellement les données qu'on connaît. Voici mes conflits ou liens d'intérêt potentiels avec différentes compagnies qui travaillent sur la ventilation mécanique et les assistances extracorporelles. Donc l'impédance électrique, quelques rappels de la physique finalement de terminale, hein, elle va permettre de mesurer l'opposition d'un circuit électrique au passage d'un courant alternatif sinusoïdal. Et on sait qu'en fonction de la résistivité de différents organes, on ne va pas avoir la même impédance-métrie. Et donc c'est là-dessus, c'est avec ce rationnel que l'EIT va être utilisé. Et donc comment on fait en pratique? On va mettre une ceinture à l'échelle thoracique, principalement mamelonnaire, on va dire, une ceinture de 16 électrodes qui va appliquer un faible courant électrique. Et ce faible courant électrique de 5 mA, c'est vraiment minime, va mesurer l'impédance correspondante en fonction quand l'impulsion électrique va être transmise aux autres électrodes. Et l'impulsion électrique, elle va tourner autour du thorax de façon très très rapide et on va avoir une distribution régionale. Et c'est ça qui est intéressant, qui peut être intéressant avec cet outil. Alors comment ça se passe en pratique? Vous ne le verrez pas hein, quand vous mettez votre ceinture, mais si on regarde, vous avez l'application d'un léger courant au niveau du thorax qui va être récupéré par les différentes électrodes autour, et cela va tourner progressivement pour avoir environ 208 profils par image, et on va avoir donc un tomogramme qui va être réalisé à partir de ces 208 potentiels. Et chaque tomogramme va représenter finalement les changements de propriété bioélectrique du tissu qui est traversé par ce courant électrique. Et puis on va superposer ces tomogrammes, et donc si la machine automatiquement va les superposer, et puis vous allez obtenir une image résultante
qui va être finalement la distribution de votre volume courant lors de ce cycle inspiratoire. Et puis vous allez répéter ça cycle à cycle. Alors, vous obtenez sur un écran à côté du patient, vous obtenez donc ces informations avec plusieurs informations sur cet écran, une image dynamique qui vous donne finalement la distribution de l'impédance à chaque cycle ventilatoire, une image, la tidal image en anglais, qui donne en fait finalement quelles sont les variations par rapport au cycle précédent, et vous avez donc une distribution, la distribution globale de l'impédance à chaque cycle ventilatoire, et vous pouvez découper votre thorax en tranches de la région plus antérieure jusqu'aux régions postérieures sur la ligne finalement où il y a votre ceinture, et vous obtenez la distribution de votre impédance entre ces différentes régions, entre la région 1 qui est la région très antérieure et par exemple la région 4 qui est la région très postérieure. Donc vous avez une distribution régionale de la variation d'impédance. Alors vous avez plusieurs systèmes qui sont actuellement disponibles, beaucoup d'industriels travaillent là-dessus et ont des machines disponibles sur le marché. Et donc, ce monitorage au lit du malade peut avoir un intérêt, en particulier chez les malades les plus graves. Et donc, c'est là-dessus, c'est sur ces patients-là, cette cible de patients, chez ces malades-là, on s'est intéressé à savoir est-ce que l'EIT pouvait apporter des informations. Alors, pourquoi on doit avoir un monitorage chez ces malades-là ? Et bien, finalement, c'est assez évident. On sait que ces malades-là sont très hétérogènes, que le recrutement et la variabilité entre ces différents malades, à la PEP par exemple, est extrêmement variable. On l'a vu dans le topo précédent. Et donc finalement, si on veut une ventilation protectrice, cette ventilation protectrice doit être personnalisée aux patients qu'on a en face de nous et aux patients qu'on est en train de traiter. Alors, et en plus de ça, comme l'a bien montré Claude Guérin juste avant, c'est très difficile d'identifier, quand on regarde la radio du thorax, est-ce que le malade va être répondeur à la PEP, combien de PEP il lui faut, et finalement, on utilise finalement des niveaux de PEP assez arbitraires en fonction un petit peu de notre humeur du jour, et on a du mal à avoir des outils pour monitorer finalement ce qu'on fait. En plus de ça, si on sait qu'on va utiliser des hauts niveaux de pression, des très grosses PEP, par exemple, c'est chez malades chez qui on estime qu'ils ont un haut potentiel de recrutement, et ben on sait qu'il y a des effets délétères potentiels. Cette étude l'avait bien montré, qu'il y a probablement il y avait plus de mortalité chez ces patients-là qui avaient des manœuvres de recrutement et qui avaient une PEP beaucoup plus élevée, principalement sur les complications hémodynamiques, donc il y a un effet délétère potentiel. Alors, par rapport au scanner, l'EIT vous apporte une information qui peut être plus intéressante sur certains points, mais qui a aussi quelques points négatifs. Alors, si on regarde le scanner, qu'est-ce que ça vous amène ? Le scanner, c'est une très bonne résolution. Claude l'a bien montré juste avant, très bonne résolution. Vous allez pouvoir mesurer les densités, évaluer la surdistension jusqu'à l'atelectasie, et puis toutes les zones intermédiaires. Et vous avez surtout une évaluation globale. À l'inverse, l'EIT va vous donner une mauvaise résolution, finalement, et une vision assez partielle du poumon, puisque vous avez une vision uniquement à l'endroit où vous avez placé votre ceinture. L'effet potentiellement bloquant de l'usage récurrent du scanner dans la gestion de la ventilation mécanique chez ces malades graves, c'est la radiation. C'est très statique finalement, et en pratique, on est bien tous d'accord que c'est quand même assez inadapté à la pratique clinique. Mettre un malade au scanner à chaque fois qu'on va bidouiller un peu le ventilateur, c'est quand même compliqué. Alors que l'EIT, finalement, va vous donner quelque chose de dynamique, sans radiation, et c'est vraiment un outil au lit du malade. Donc vous allez pouvoir évaluer, finalement, vous faites une intervention sur un malade, vous allez pouvoir voir en live quel est l'effet potentiel sur la ventilation de votre patient. Alors l'EIT a été validé, finalement on va s'intéresser à deux choses dans l'EIT, on va s'intéresser à la variation d'impédance, et finalement la variation d'impédance qui est abrégée sous le terme delta Z, il a une très bonne corrélation entre les mouvements d'air. Donc la variation d'impédance, c'est finalement la variation de volume, on peut dire, la variation d'air en tout cas. Et si on regarde une étude qui comparait la performance de l'EIT dans la description régionale de la ventilation par rapport au scanner, vous voyez que sur ces corrélations, vous voyez que la corrélation entre le scanner et l'EIT est excellente, et vous avez finalement les mêmes informations à l'étage étudié évidemment entre le scanner et l'EIT. Un autre élément intéressant
dans l'utilisation de l'EIT, c'est d'avoir l'ELI, donc c'est-à-dire l'impédance en fin d'expiration. Et on sait que l'impédance en fin d'expiration, finalement, elle a une très bonne corrélation avec votre volume télé-expiratoire. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir une approximation, je dis bien une approximation, ça ne vous donnera pas le volume réel du poumon, mais vous pouvez avoir une appréciation de est-ce que vous avez modifié finalement le volume télé-expiratoire de votre patient après avoir fait une manœuvre. Alors, en pratique, comment on peut utiliser l'EIT ? Eh bien, ça peut être intéressant pour essayer de trouver quel est finalement le meilleur niveau de PEP pour votre patient. Et ce niveau de PEP, il va être variable finalement en fonction de l'histoire du malade, au début du SDRA ou à la fin. Il n'aura probablement pas la même best PEP, entre guillemets. Alors ça avait été montré, l'effet de la PEP avec l'EIT, ça a été montré par Thomas Zomoric, qui est le prochain orateur, qui avait bien montré que quand on augmentait la PEP chez des malades, on voyait qu'on avait un recrutement, vous voyez que la distribution de l'impédance va augmenter dans les zones dépendantes, donc les zones dorsales, et vous pouvez obtenir le même effet si vous faites de la PSV, si vous êtes en ventilation spontanée, et vous diminuez finalement l'assistance de votre patient, vous allez augmenter sa commande centrale, vous allez augmenter donc le recrutement potentiel dans les zones dépendantes. Alors nous, on s'est intéressés surtout aux SDRA sévères, parce que finalement, c'est ces malades-là où on a potentiellement le plus gros impact négatif d'une ventilation inappropriée. Et donc, l'EIT va vous permettre d'évaluer finalement quelle est la meilleure PEP possible pour ces patients, en fait en se basant sur le principe de la compliance pulmonaire régionale. Alors, c'est quoi la compliance pulmonaire régionale ? C'est finalement, on va regarder quelles sont les variations pixel à pixel du volume. Et donc, on va pouvoir obtenir finalement la compliance de chaque pixel. Et ça, c'est intéressant puisque à partir de la compliance de chaque pixel, vous allez avoir le pourcentage de surdistension et le pourcentage de collapsus de votre poumon sur la zone étudiée et donc sur les régions que vous étudiez. Donc, on va avoir, si on fait une titration de PEP, on va avoir à chaque niveau de PEP le pourcentage de surdistension et le pourcentage de collapsus. Et donc, notre idée, ça va être de se dire que la meilleure PEP, c'est probablement la PEP qui va minimiser la surdistension et minimiser le collapsus. Après, vous pouvez plus minimiser le collapsus que la surdistension, mais généralement, on dit que c'est celle qui a le moins de collapsus et le moins de surdistension. Alors nous, on s'est intéressé finalement aux SDRA sévères, et les SDRA les plus sévères qui sont non transportables au scanner en pratique quotidienne, c'est les malades sous ECMO. Et donc c'est pour ça qu'on avait étudié cette population extrêmement grave. Et donc on avait fait une titration de PEP chez ces malades-là, avec des paliers de 5 cm d'eau, en partant d'une PEP à 20 jusqu'à une PEP à 0. Et on avait regardé quelle est la distribution de l'impédance en fonction de ces 4 zones, entre la zone ventrale, la zone médio-ventrale, la zone médio-dorsale et enfin la zone dorsale. Et on avait regardé qu'en baissant la PEP, finalement, ce qu'on voyait, c'est qu'on avait un dérecrutement, on va dire, des zones dorsales au profit, puisque c'est des pourcentages, au profit de plus de recrutement sur les zones ventrales, plus de distribution en tout cas du volume sur les zones ventrales et sur les zones médio-ventrales. Ce qui était intéressant, et c'était un des principaux messages de ce papier, c'était de montrer que finalement, en mettant une PEP totalement arbitraire chez ces malades-là, c'était très dur, c'était impossible finalement de savoir quelle était la meilleure. Finalement, c'est compliqué de savoir quelle est la meilleure PEP de ce malade-là si vous ne le monitorez pas. Et donc, sur ces 15 malades en SDRA sévère, vous voyez que chez certains patients, si vous avez arbitrairement, vous dites que vous mettez une PEP à 15 à tout le monde, et bien vous voyez qu'il y a un certain nombre de malades qui vont avoir jusqu'à 30% de surdistension avec ce réglage de PEP à 15. A l'inverse, si vous décidez arbitrairement que dans votre service, les malades SDRA sévères sous ECMO, ils ont tous une PEP à 5, parce que vous êtes believer des petites PEP, et bien vous voyez qu'il y a un certain nombre de malades qui vont avoir un collapsus à 40%. Et donc, l'intérêt de l'EIT, c'est de vous dire, pour ce malade-là, potentiellement, la best PEP, c'est 20, et pour le malade d'à côté, la best PEP, c'est 5. Et donc, comment ça se passe en pratique ? Eh bien, vous faites votre titration de PEP, et vous allez avoir
la variation d'impédance en fonction de la baisse de la PEP, mais ce qui va être intéressant, c'est le pourcentage de surdistension et de collapse. Et donc, vous voyez qu'à PEP 20, le bleu, c'est les zones de surdistension. Donc, vous voyez que mon malade, il est extrêmement distendu avec PEP 20, donc ça veut dire que la PEP 20 est probablement trop importante pour ce patient. Et je vais diminuer progressivement mon niveau de PEP, et donc je vais faire disparaître progressivement mes zones bleues, qui sont des zones de surdistension. Et vous allez voir qu'il y a des zones blanches qui vont apparaître, qui correspondent à des zones de collapsus. Et donc, on va dire que pour ce malade-là identifié, probablement la best PEP, c'est celle qui trouve le meilleur compromis entre le moins de surdistension et le moins de collapsus. Donc là, vous voyez visuellement que ça semble être la PEP 10 pour ce malade. Et effectivement, quand on regarde les courbes de surdistension et de collapse, la surdistension est en rouge, et vous voyez le collapse est en noir, et à l'endroit où les deux courbes se croisent, où il y a le minimum des deux, c'est aux alentours de la PEP 10. Et donc, chez ces malades-là extrêmement graves qui vont avoir une durée de ventilation prolongée, une PEP inappropriée est probablement délétère, même si ce n'est pas prouvé évidemment. Mais quand on regarde la distribution de la best PEP chez ces 15 malades, vous voyez l'hétérogénéité de pourcentage de surdistension et de collapsus en fonction de la PEP réglée, qui nous fait dire qu'on doit tendre progressivement vers une personnalisation de la ventilation mécanique chez ces malades extrêmement graves. Et donc la titration de la PEP, l'obtention de la best PEP chez ces malades-là par un outil au lit du malade peut être intéressante. Une autre utilisation de l'EIT dans la RDS, c'est finalement de regarder l'effet sur la distribution régionale de la ventilation lorsque vous faites des mesures adjuvantes. Alors, mesure adjuvante, très simple à faire, c'est de faire une manœuvre de recrutement. Je démarre ma manœuvre de recrutement à cet endroit-là. Je vois que pendant la manœuvre de recrutement, j'ai augmenté mon impédance. Il y a une augmentation majeure du delta ELI global. Et je vois qu'en fin de manœuvre de recrutement, ça m'a permis de recruter un peu plus mes zones dorsales. Et vous voyez que la différence en EELI, donc l'impédance en fin d'expiration, vous voyez que cette petite zone bleue va correspondre à le gain potentiel en volume. Si on l'illustre visuellement, vous voyez avant la manœuvre de recrutement, vous avez cette distribution de l'impédance-métrie. À 10 minutes, vous voyez que les choses deviennent un peu plus homogènes, et à 4 heures plus tard, vous avez une homogénéisation globale. L'intérêt, c'est de voir que pour ce malade-là, ça marche, pour celui d'à côté, ça ne marche pas. Une autre application potentielle, ça peut être finalement pour regarder quelle est la distribution régionale lors de l'utilisation du DV. Alors le DV, on sait qu'il n'y a pas besoin d'être répondeur pour que ça soit bénéfique, mais chez des malades sous ECMO, on s'était dit qu'il y a quand même pas mal de gens qui freinent un peu pour retourner ces patients-là, et peut-être ça peut être intéressant de savoir a priori quel est le malade qui va potentiellement répondre. Et donc c'est pour ça qu'on s'est intéressé à cette population grave et très particulière. Et vous voyez l'exemple d'un malade qui est en décubitus dorsal. Donc vous avez la distribution de son impédance. Vous voyez qu'en bleu, vous avez les variations de compliance. Donc plus il y a de bleu, plus on va gagner en compliance, c'est-à-dire qu'on va gagner en recrutement. Et donc ce malade-là, on le retourne. Vous voyez qu'au début du DV, il n'y a pas une énorme variation de l'impédance. Et puis, vous voyez que ces zones bleues et blanches vont augmenter progressivement. Et ce qu'on voit quand on regarde la compliance locale, vous voyez que la zone bleue qui témoigne de cette majoration de compliance, cette amélioration de la compliance, on va en avoir beaucoup plus. Et en particulier dans les zones dorsales, ce qui n'est pas étonnant avec le DV. Et ce qui est intéressant, c'est que quand je retourne mon malade, je le remets en décubitus ventral, vous voyez que vous avez une amélioration de la variation d'impédance globale, et ce gain de compliance perdure. Effectivement, quand on regarde, je vois que mon EELI a bien augmenté par rapport à mon baseline qui est là, ce qui témoigne que j'ai recruté mon patient, et donc j'ai gagné un petit peu en termes de volume recrutable de ce malade. A l'inverse, vous voyez un malade également dans cette étude qui n'est pas encore publiée, vous voyez un malade qui est dit non recruteur. Je le mets sur le ventre et je ne vois aucune différence finalement dans ma variation d'impédance. Et quand je le remets sur le dos, j'ai absolument rien gagné, voire même je l'ai même un peu dégradé. Et donc c'est un malade qui est non répondeur en termes d'amélioration de la compliance régionale et globale. Et donc quand on distinguait les répondeurs ODV et les non répondeurs, vous voyez que si on s'intéresse à la
compliance régionale, donc vraiment dans certaines zones précises. Vous voyez que les répondeurs avaient une amélioration progressive et on voyait bien que le pic était bien à 16 heures. On aurait peut-être même pu, a posteriori, se dire qu'on aurait peut-être fait plus et peut-être qu'on aurait gagné encore, mais on s'aperçoit qu'il y a une amélioration de la compliance régionale. Donc en conclusion, l'EIT est un outil dynamique prometteur de monitorage ventilatoire. Finalement, notre cœur de cible, le SDRA sévère, apparaît une bonne idée comme ça, puisque finalement, c'est chez ces malades-là où on a un haut risque de ventilation mécanique délétère. Donc finalement, c'est peut-être d'autant plus chez ces malades-là qu'il faut personnaliser et monitorer notre ventilation mécanique. À quoi ça sert dans la prise en charge du SDRA? On peut évaluer le potentiel de recrutement et titration de la PEP, avoir une évaluation maintenant au lit du malade du pourcentage de surdistension et de collapse par l'étude de la compliance pulmonaire régionale. Et donc, en fonction d'une intervention que vous allez réaliser, vous allez pouvoir voir finalement quel est l'impact potentiel sur votre ventilation. Alors là, ça peut être une manœuvre de recrutement, un DV, une fibroscopie, un posturage. Vous pouvez voir tout ça. Et l'avenir pour l'EIT, en particulier dans le SDRA sévère, ce qui serait intéressant et ce qui a déjà démarré avec certaines compagnies, c'est d'avoir la perfusion pulmonaire et donc d'avoir une appréciation au lit du malade des rapports ventilation-perfusion. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup Mathieu pour cette présentation sur l'application de l'EIT pour le réglage de la PEP. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires dans la salle? Prends le micro là-bas, s'il vous plaît. Bonjour, merci pour la présentation. Est-ce qu'on a des données humaines de physiologie qui supportent que le meilleur compromis finalement pour la station de la PEP, c'est le croisement des courbes d'overdistension et de collapsus? Non, ce n'est pas des données physiologiques, c'est finalement des études au départ qui ont commencé à faire comme ça, mais un peu de manière arbitraire. Mais c'est une très bonne question. Est-ce qu'il faut finalement se dire qu'il faut moins de surdistension et moins de collapse, ou finalement c'est-à-dire le meilleur compromis entre les deux, ou il faut tout simplement se dire que le collapse, c'est peut-être plus délétère pour ces malades-là, il faut le minimum de collapse. Et ce qui n'est pas sûr, c'est que finalement, je pense que c'est très facile de distinguer le collapse avec cet outil. La surdistension, c'est peut-être un peu moins clair et peut-être un peu moins robuste. Donc, je ne peux pas répondre, il n'y a pas de données physiologiques pour cela. Merci. C'est arbitraire. Après, Mathieu, là, tes patients, c'était donc ECMO. Ouais. Il y a aussi une spécificité, c'est qu'ils ont un tout petit volume. Oui, ils ont des tout petits volumes. Alors au départ, on avait un peu la crainte de savoir si c'était faisable finalement chez ces malades-là. Et on s'est aperçu un peu à notre grande surprise que c'était pas différent dans notre patient et que ça marchait bien. C'était quoi en moyenne? Ils ont entre 100 et 200 de VT, grand max. Mathieu, dans ton travail, tu as bien dit que ce n'était pas ceux qui répondaient en termes de gazométrie qui étaient les meilleurs, mais est-ce que tu as regardé au point que tu as mesuré en termes de gazométrie? Alors, on a regardé, oui, tout à fait, on a regardé. Alors, en fait, notre problème, c'était que qu'est-ce que c'est un répondeur ODV sous ECMO? Alors, on sait ce que c'est un répondeur ODV, enfin, encore, on a quelques idées de savoir, par quelques définitions finalement de qu'est-ce qu'un répondeur ODV sans ECMO. On dit souvent que la PCO2 va baisser et le malade témoignant d'un certain recrutement. Le problème, c'est sous ECMO, la PCO2, elle dépend de la machine. Et donc, oui, tu es testable de ce côté-là. Alors oui, et on a effectivement, donc on n'a pas pris comme critère dur en disant on va définir le répondeur et le non-répondeur en fonction de la PCO2. Mais on a quand même regardé la PCO2 comme tu le proposes, et effectivement on s'aperçoit que la PCO2 baissait chez les malades qui étaient dits répondeurs. Donc nous, notre définition d'un répondeur, c'était un malade qui gagnait en compliance. On trouvait ça un peu plus robuste que l'utilisation des gaz du sang dans cette niche de patients qui ont l'ECMO. Et effectivement, la PCO2 baissait chez les malades répondeurs par rapport aux non-répondeurs, à condition stable avec le même débit, le même balayage de la membrane. En termes de PO2? La PO2, elle ne changeait pas énormément, non. Alors la PO2, c'est compliqué aussi, parce que la PO2 sous ECMO, elle va dépendre du débit cardiaque du malade, elle va dépendre du débit... On peut considérer aussi là que tu es C'est une approximation que tu fais, mais tu as pratiquement 20 heures de différence entre le début et la fin. Et donc, il faut se dire que le débit cardiaque du malade n'a absolument pas bougé, que le débit d'ECMO, effectivement, le débit d'ECMO, on n'y touchait pas, mais comme c'est le rapport entre le débit d'ECMO et le débit cardiaque, il peut y avoir des variations. Merci. D'autres questions?
En gros, quand tu as découvert la technique, tu l'as utilisée, c'est compliqué, c'était difficile de te familiariser avec, il y a un temps d'apprentissage important, c'est intuitif, c'est pas intuitif. Si on veut l'utiliser un peu comme ça en clinique, comme tu le fais avec ce que tu proposes. Alors, je dirais que sur la première version, c'est quand même pas. Il y a un petit temps d'adaptation et il y a surtout une gymnastique d'esprit à avoir progressivement parce que on parle pas en valeur absolue, on parle c'est de la proportion par rapport à baseline. Vous voyez. Donc, est-ce que j'augmente, est-ce que ça baisse? Mais on a du mal à avoir on ne peut pas avoir des chiffres. Finalement, les chiffres ont peu d'importance, c'est surtout voir en proportion, est-ce que ça change. Donc, la première, ça a été, il nous a fallu quand même quelques semaines de se replonger un peu dedans, bien comprendre. Après, je pense que les industriels sont actuellement en train de simplifier les choses, avec beaucoup plus d'informations maintenant sur les écrans, alors qu'avant, c'était des analyses qu'on faisait offline. Par exemple, la surdistension, le collapse, etc. C'est des choses qu'on faisait offline dans le bureau et tout. Donc, c'est vrai qu'en application clinique, c'était compliqué. Maintenant, tout ça apparaît sur l'écran. Et ça, c'est des progrès. Et on va tendre vers l'ensemble des informations directement online, enfin, directement sur l'écran. Oui. Est-ce que vous avez regardé le RVD, le délai de ventilation régionale dans votre étude sur la PEP? Sur la première étude sur la PEP, non, on ne l'avait pas regardé. Et sur la deuxième, on a regardé l'index d'immunologité, mais on n'a pas regardé le RVD. C'est quoi, il y a des expériences là, combien de personnes l'ont utilisé dites-nous tout un peu. Ouais, ça fait quand même un petit peu de monde qui l'a essayé, quoi. Ça fait un petit peu de monde. Toi, tu dis, il y a combien de temps à peu près le temps d'apprentissage? Ça dépend du clinicien, mais non, je sais pas, ça peut... Ça dépend combien de temps tu t'en sers aussi. Non, il faut comprendre en fait, il ne faut pas chercher des chiffres. C'est vraiment, on est dans la proportion par rapport à baseline. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est peut-être ça qui est un peu difficile pour nous, cliniciens. On a l'habitude d'avoir des cut-offs, etc. Là, il n'y a pas de cut-off. Merci beaucoup. And now it's my pleasure to introduce Tommaso Mauri, our last speaker, but not the least, from Milano, who's going to give us a talk on EIT in acute respiratory failure. Thank you. Thank you to Draeger for organizing this. I'm sorry I don't speak French, so I will speak in English. And I was the last speaker in all the 3 sessions I was in this Congress, so I'm used now. And I will partially repeat part of Mathieu's concepts, but I'm happy that he already spoke about them. So these are my conflict of interest. And what is electrical impedance tomography, he already explained. There is a change in impedance where air enters the thorax. We don't know if it's air itself of the stretching of the lung parenchyma that increases the resistance to alternate current, small alternate current. But when the air enters, the local impedance inside the thorax increases. So if we put this belt with all the electrodes, which are 16 or 32 depending on the manufacturer, and you can obtain images with very high time definition, but low spatial definition. So it's a dynamic monitor, very high speed of creating the images, so you can monitor the air entering the lung, but with low spatial resolution. So we have this kind of images. These are 2 patients with RDS in our unit. On the left is a more homogeneous. So if you take a look at the distribution of ventilation to the non-dependent and dependent part, is more homogeneously distributed. And if you take a look at the right and left lung, the left is a little less ventilated. While on the right, there is an imbalance both between non-dependent and dependent regions, more to the, this is a pointer, yes, more to the non-dependent, and also another right to left difference. So the main output that we have from EIT is, first of all, ventilation homogeneity. This is not only between end of expiration and end of inspiration, but also along
the course of the inspiration, okay, during tidal insufflation. Then from this we can obtain regional compliance, because if you know the distribution of impedance, you know the distribution of tidal volume. If you divide regional tidal volume by the driving pressure, which we assume is the same for the whole lung, which is not perfectly correct, but we cannot measure by now regional driving pressure. So we assume that driving pressure is the same, the one that we measure on the plateau minus PEEP on the ventilator. And if we have regional tidal volume, we can obtain, for example, regional compliance of the non-dependent lung, the one that is at risk of overdistension, and regional compliance of the dorsal lung, which is usually the most collapsed. Then if we change our view from distribution of ventilation to changes in impedance over time, this is time, this is lung volume, you have a baseline, as he was saying, you refer to a baseline starting condition. For example, here is PEEP 0. You change PEEP and the lung volume increases. So each breath goes back to a different volume, higher volume. Okay, so, and you can measure the change in lung volume. You don't see it very well, but here is written. Change in end expiratory lung volume between, for example, 2 PEEP levels, or before and after a intervention, for example, a recruitment maneuver. So EIT is a bedside method, I would say quite easy. The point is also that it's easy if you know what you're looking for, because by now, especially commercially available devices don't show exactly all these numbers. You have to look for them and calculate part of them, but once you know what you want to measure, it's quite easy to obtain. Bedside measure without radiation that can obtain regional ventilation defects, regional inhomogeneity, regional respiratory system compliance, regional change in end expiratory lung volume. Is this useful? How can we use them at the bedside to titrate ventilation to understand our patients? Let's take a look. Can EIT identify recruiters? Can we know if a patient is recruitable so that a higher PEEP level could benefit? Claude showed the CT scan of high recruitability, low recruitability. Is this possible to identify with the EIT? Recruitment is a decrease in at the end expiration of the collapsed lung. So you take a CT scan at 12 of PEEP, 20 of PEEP, and in this region you have less collapse. Opens up the alveoli. So recruitment is decrease of lung collapse, classically, traditionally, with CT scan. Can EIT measure this? Well, EIT measures air, not lung collapse. And if you are in this condition, you have a model, very simplified model of RDS with completely collapsed alveoli, normally aerated and partially collapsed, as you see in the CT scan. Then you apply a recruitment maneuver and higher PEEP level. We don't do usually recruitment maneuver, but to speed up things, we do recruitment maneuver and higher PEEP. And you can have 3 conditions. You reopen everything, perfect recruitment. You reopen partially, or you don't reopen anything, and you just inflate what was already open. Okay, all these 3 can happen after increasing in pressure. All these 3 conditions will be associated with an increase in end expiratory lung volume. Anyway, end expiratory lung volume will be higher, okay? But recruitment is present completely here and here, but here there is no recruitment. So since EIT measures change in end expiratory lung volume, it does not measure directly what has been traditionally called recruitment, the decrease in lung collapse, okay? In the increase of end expiratory lung volume, there could be partial recruitment and partial inflation of what was already open. So when we change PEEP, we can compute recruitment from another perspective, the perspective of regional mechanics, of lung mechanics. This was showed in a paper by Della Monica and Laurent Brochard in 2011. We repeated it in 2016. Basically, if you have a method that measures the change in end expiratory lung volume, like EIT, and you know the PEEP change,
you can compute the expected change in end expiratory lung volume. You multiply the PEEP change by the compliance at the lower level, okay? You have a compliance of 40, you increase PEEP by 5, you obtain 200 mL of expected change in end expiratory lung volume. Then you have a measured one, the one measured by EIT. EIT measured the change in end expiratory lung volume. If there is a difference between the measured minus the expected, this is recruitment. However, a different recruitment. Recruitment meaning improvement in lung mechanics, okay? Not exactly the reversal of lung collapse, but it's a type of recruitment which is still relevant for the pathophysiology of the lungs of the patient. So in this way, we can obtain a recruitment measured by EIT. With this formula, you can compute it at bedside. It's a little different from the one you measure at the CT scan, but still it's recruitment, meaning improvement of regional mechanics. We validated this again standard method. If we have to pass to potential for lung recruitment, for example, in the study by Gattinoni, they measured the change in recruitment between 5 and 45, and you classify patients with high recruitment or low recruitment. If you change PEEP and you have a change in end expiratory lung volume associated with recruitment, you don't know if this is high or low in respect to that patient. So we are planning this study, which will be an international physiologic study with the PLUG working group, and we will also compute the potential for lung recruitment. So this is just a proposal, has to be validated, but you could think about dividing the recruitment measured by EIT with the formula that I showed you before, with the compliance at the lower PEEP level, which should be correlated with the aeration of the baby lung, so to the size of the baby lung. In this way, we could think about individualizing the size of recruitment and identifying patients with high potential for recruitment. But this is just an idea. We are starting this study and we will see what comes out. Then there is EIT to set the best PEEP. This was already discussed by Mathieu. We can use regional compliance and, as I said before, the change in compliance of the non-dependent region. If the compliance decreases at higher PEEP level, this means higher risk of overdistension. The regional lung is more stiff because you are overdistending it. Instead, if you change PEEP and the regional compliance of the dependent region improves, this means that maybe in the collapsed part of the lung, some alveoli opened up. You improve compliance, you improve the regional mechanical characteristic of the lung because there is some reopening of alveoli. So regional compliance to quantify the risk of hyperinflation and the amount of recruitment. This was shown to be useful in animals. This is an animal study on pigs with lung lavage, acute lung injury, and they set PEEP according to the best compliance of the most dorsal region, as measured by EIT, and compare it to a lower PEEP level with the PEEP FiO2 ARDS net table. They ventilated the lungs of this animal for 6 hours, and they showed reduced signs of lung injury, of ventilation-induced lung injury at the end of the 6 hours. Then there is a more specific and accurate approach, which we have seen before, that quantifies the change in regional compliance, not in a macroscopic region, dependent, non-dependent, but at the pixel level. You have to perform a decremental PEEP trial from high PEEP to low PEEP, and each pixel, there are 1032 pixels inside the image, each one will be classified as recruited or overdistended at each PEEP level, okay? And the percentage of pixel overdistended or collapsed at each PEEP level will be displayed in this way. So here you have overdistension and collapse. So you have decremental PEEP trial. You see here a reference is the baseline PEEP.
you have different steps, 14, 12, 10, 8, 6 of PEEP. At each PEEP level, displayed here, you have the percentage of overdistension, 21, and the percentage of collapse. From 21 to 0 collapse, from 0 to 21% of hyperdistension. And this follows the classical image that we have of collapse in the dorsal region and hyperdistension in the upper non-dependent regions. From this, you can select the best PEEP. For example, in their study, they used the best compromise, correct, Matteo? So if you sum up the two entities, you sum collapse with overdistension, you select PEEP as the one with the lowest sum. So a compromise between the two. Another approach could be to maximize recruitment. You want the PEEP that brings collapse below a certain threshold. You set 10, 15%, and then you take a look at hyperinflation, and if that is too high, you think about alternative methods, for example, proning or ECMO. So there is no clear protocol on how to use these numbers. It's more a physiologic description of your patient through which you can select a personalized PEEP level based on different methods, all physiology-based. So here are a couple of examples. This is one of our patients that we enroll in a study, but it's like a clinical case. Is 2 PEEP level, 5 and 15. And here you have some classic gas exchange, transpulmonary pressure, and EIT variable. Let's see what happens change in PEEP in this patient. PF ratio improves, driving pressure doesn't change or a small decrease. Transpulmonary pressure at end expiration becomes positive. This is one of the ways to set personalized PEEP. Respiratory system compliance improves. The heterogeneity of tidal volume distribution, which we see up here, improves. So the ratio between the tidal volume reaching non-dependent and dependent region is more homogeneous. Respiratory compliance of the non-dependent region means risk of hyperdistension decrease. Okay, so there is some risk of hyperdistension, but it's a small decrease. It's 5 out of 35, 1/7 of the starting point. Instead, the compliance of the dependent region switched from 11 to 22, so 100% improvement, and recruitment computed with the change in end expiratory lung volume measured minus the expected is 576 ml. We usually say this is a patient who read the book. All the physiology goes in the same direction, and I think we can say that higher PEEP level, 5 and 15 are arbitrary, but let's say high PEEP, 15, 14, 70, 16, I don't know what you are used to, 15 is our high PEEP level in our unit, can be beneficial from a multiple set of physiologic measures. And then there are patients who don't read the book. For example, in this patient, PF is very low and doesn't change with high PEEP. There is an increase in driving pressure. There is a positive transpulmonary pressure, a decrease in respiratory system compliance. So the classic signs are negative in a sense, but there is improvement in homogeneity and a measure of recruitment with an increase of compliance of the dependent part of the lung. But the compliance of the non-dependent in comparison to the previous case decreases by 50%, so a huge decrease. So this is a patient in whom there is some dissociation between EIT data and classic data, and my conclusion would be that maybe 15 is too high, but definitely some higher PEEP than 5 could be positive. So I will go down with PEEP towards 5 to minimize the negative signs and while keeping the positive. Does this make sense? So the message is monitoring at the bedside, simple physiologic measure, advanced imaging, but still simple and continuous, could help us identify personalized PEEP level. Then we perform a study with EIT to predict the response to prone position. Prone position
there is still an open question, if you agree, Claude, that we don't know who are the patients who will benefit. Because we turn the patient and response in oxygenation is a poor predictor of mortality. So if we usually look at response on oxygenation, but those who respond improving oxygenation are not those that are more likely to survive. So we performed a study with EIT and we measured some of the, let's say, protective effects of prone positioning, like homogeneity of ventilation, alveolar hyperdistension and collapse, and recruitable lung volume. Recruitable lung volume means that we performed a recruitment maneuver and the patient who increased the volume recruited in prone position means patient that increases the recruitability when they are prone. And then we categorize patients having all these three factors, lung protection, completely, all three improving when prone, and we call them optimal lung protection by prone positioning. And we took a look which were the variables associated with a positive response in all three protective mechanisms. And the only difference we could find was the ventilation of the dorsal region by EIT, while all the classic driving pressure, PEEP, PF ratio, compliance didn't differ. It's just a suggestion that maybe EIT could help identify patients with more relevant lung protection by prone positioning. Then there is the switch to spontaneous breathing. I still have 5 minutes. Switch to spontaneous breathing, the first key point that we heard in a previous session is to monitor effort. Effort is pressure, but pressure is correlated with volume. So what happens to effort has a consequence on volume. And what we aim to with spontaneous breathing is physiology, more physiologic breathing in comparison to controlled ventilation. More physiologic breathing, if I can make this go again, this is controlled ventilation, this is spontaneous breathing. You see that the distribution of ventilation is more homogeneous when you use the diaphragm. And we performed this study, Matteo showed the results on PEEP, this is the pressure support part. So here the pressure support is 12 as average. The heterogeneity of distribution of ventilation between non-dependent and dependent lung is 2.4. And PO1, which is a easy, nice surrogate for respiratory drive that we have on all the ventilators in our ICU, is very low, is too low, between 0 and 2. When we increase the PO1 to a more physiologic range, 2 to 4, which is what we use in clinical practice, by decreasing the pressure support, the heterogeneity decreased and there was more homogeneous distribution of ventilation towards the dependent region. So an intervention aimed at normalizing effort that had the consequence on more homogeneous distribution of volume, meaning less risk of regional increase of lung stress. Similarly, when we apply spontaneous breathing, we would like also to introduce some variability, because spontaneous breathing means variability. Each breath is different from the previous, and with pressure support, even though it's better than controlled mechanical ventilation, you may lack this variability. And you can introduce some variability, a little arbitrary, but I think better than nothing, with variable pressure support. Variable pressure support, you set an average level of pressure support, and then there is a variability around that average. In this example, here the peak was 16, 17, 10 of PEEP, 6 of pressure support. Here was between 12 and 19. So the same PEEP, the same average pressure support, led to differences over a minute of peak pressure, okay? So each breath is different from the previous, and we measured distribution of ventilation, and you see that this hypoventilated region with standard pressure support, without changing PEEP or
mean airway pressure, improved the ventilation. And this happened when we took a look at the end expiratory lung volume view to an increase, because of an increase in end expiratory lung volume of the area that was only partially ventilated. So when we introduced the variability, the area that was not ventilated improved aeration, increased the end expiratory lung volume, improved the regional mechanics, and became ventilated again. So variability that improves the regional mechanics without changing the mean airway pressure and the PEEP. And finally, during spontaneous breathing, we arrived to weaning. There are at least 2 publications on this. If there are data showing that if during a spontaneous breathing trial, the classic parameters are okay, PF, respiratory rate, CO2, but the effort of the patient, which we don't usually measure, is too high, especially at the end of the spontaneous breathing trial. So if the effort to keep stable parameters during spontaneous breathing trial is too high, the patient is very likely to fail extubation, even though all the classic parameters are okay to extubate the patient. This is the other side of the coin. When you have too strong effort, you have a distribution of ventilation mostly towards the dependent region. And indeed, the patient who had distribution of ventilation toward the dependent region during spontaneous breathing trial, meaning that they have too high effort by their diaphragm, failed extubation even though the spontaneous breathing trial was apparently positive. Okay, so a more accurate measure of the performance of the patient during spontaneous breathing trial because of too high effort that has a consequence on distribution of ventilation. And finally, this was briefly mentioned by Mathieu, there is the future. EIT is a potent and dynamic monitoring for hemodynamics, central hemodynamics, cardiac output, stroke volume variation. There are a lot of publications on this, but it's still on research. And from the lung point of view, we could assess perfusion. We are performing a study on this. This is a patient ventilated on controlled mechanical ventilation. We perform an end inspiratory occlusion, okay, at the plateau pressure, and we inject through the central vein 10 ml of 5% saline. And you see a sudden decrease of impedance because the saline passes through the blood inside the thorax and the electrolytes decreases impedance. So there is a sudden improvement in the conductivity of the system. And this shape, which is very similar when we do like the cardiac output, is a tracer inside a flow system. You can measure regional distribution of the change in impedance, and you can assess regional perfusion. So from ventilation, you measure the distribution of ventilation. From the bolus, you measure the distributor of the tracer, which is proportional to the distribution of pulmonary blood flow. These are 2 patients, as an example, in our unit. So this is perfusion and this is ventilation. If you just look at ventilation, this patient looks more homogeneous because this patient lacks more ventilation here. But when we took a look at the parameter, this patient was more severe with higher PEEP and lower PF ratio, and especially higher corrected minute ventilation. So to obtain normal CO2 values in the blood, we needed higher minute ventilation in comparison to this. And if you take a look at the regional, very initial experience, at the regional distribution of ventilation on perfusion, there was more inhomogeneity in this patient than in this. So simply looking at ventilation might miss some information on the severity of the patient. And this patient had more mismatch that led to a higher severity. This is just an hypothesis. We have to increase the data, the experience on this, but I think it's a very fascinating future. Thank you.
Thank you, Tommaso, for your presentation. Is there any question in English, of course? I can understand French, I think, Oh, for the question. we have time for one question, so I can do in French, as I said. Just with 10 milliliters of saline, you can have these images on perfusion? Yes, that's with the 10 ml of 5% saline. And we are collecting also data on feasibility and safety. So, for example, sodium level before and after, and then the value is stable. So you do an inspiratory pause? And inspiratory, yes. So you do the pause before you inject? Before you inject, yes. In 2 cardiac cycles, have the blood flow, and you... 2-3 seconds, yes. Okay. You can try. The problem is that you don't have the software is still custom made. You don't have it online, but it's very easy to perform it at the bedside. Ok. Merci beaucoup. Donc, on arrive à la fin de cette session. Merci beaucoup à la Société Draeger pour avoir organisé ce symposium sur l'EIT. Et merci aux orateurs pour leur brillante présentation.